l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Guillaume, mon invité aujourd'hui, est originaire du Blanc, une commune située dans l'Indre, notamment connue et appréciée pour son parc naturel régional de la Brenne. C'est en seconde, sur les bancs du lycée Pasteur, que j'ai fait sa rencontre. Mélomane curieux et enthousiaste, formé au saxophone, Guillaume est fan des Falls, de Vampire Weekend et surtout du groupe de rock londonien The XX. C'est avec lui qu'il fallait traîner pour échanger les playlists et découvrir les nouveaux sons plus ou moins indés du moment. Également passionné par la photographie, le dessin et la peinture, il tente l'école des Beaux-Arts de Tours, une fois son bac en poche, mais change d'avis et intègre l'école du Louvre. Durant 4 années, il se spécialise en art du 19 et 20e siècle, tous médias confondus, puis s'envole pour Londres. J'ignore s'il avait le désir de former lui aussi un groupe de rock indé, mais toujours est-il qu'il intègre l'Institut Courtauld et réalise un stage en conservation au Tate Britain. Il contribue alors à développer l'exposition de 2021, consacrée au peintre anglais J.M.W. Turner. De retour en France, c'est dans la Ville Lumière que Guillaume poursuit son parcours de jeune conservateur. D'abord au musée d'Orsay, puis au musée de l'Orangerie, il collabore au commissariat de plusieurs expositions temporaires, dont une actuellement visible, et ce jusqu'au 1er juillet prochain, intitulée Robert Reimann, le regard en acte. Bonjour Guillaume Fabius. Bonjour Aline, merci de me recevoir ici. Bonne biographie, j'ai envie de dire, surtout au lycée. Oui, c'est un bon résumé de mon parcours, avec plein d'essais différents. En effet, à la base, je voulais être artiste, mélomane curieux, comme tu dis. Mais je me suis rendu compte, en me penchant un peu plus sur la question, que j'étais mieux en théorie qu'en pratique. Donc c'est pour ça que je me suis consacré à l'histoire de l'art et que je me suis dirigé vers le monde des musées. Et je suis également très heureuse de te recevoir pour échanger avec toi sur ton parcours. On va y revenir. Cet exode londonien et parisien, ton rôle en tant que commissaire d'exposition. Et avant cela, même si tu as un peu répondu déjà et anticipé à ma question, j'aurais voulu savoir quel est ton rapport initial à l'art. Est-ce que tu as un souvenir d'une œuvre ou d'un artiste qui t'a marqué et qui t'a donné envie de suivre cette voie ? Alors comme tu l'as dit, je viens de cette petite commune de l'Indre, Le Blanc, vraiment au milieu de nulle part, hein, franchement, on va pas se mentir, jusqu'à mon bac. Et du coup, j'avais pas un accès particulier à l'art, au musée en tout cas, de manière générale, au patrimoine. Et c'est vraiment à mon voyage scolaire en 3e, où on est allé à la National Gallery à Londres, que j'ai eu mon premier contact assez frontal avec l'art de manière aussi intense, j'ai envie de dire, et c'est là que justement j'ai rencontré Monsieur Turner et son magnifique tableau The Fighting Téméraire. Je suis resté bloqué devant pendant 15 minutes, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, un peu syndrome de Stendhal, et c'est à ce moment-là, il y a eu un déclic et je me suis dit que je voulais être là-dedans, de manière générale. Je sais pas dans quoi, c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit je vais essayer de pratiquer, faire de la peinture. Mais en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est comprendre, expliquer, partager l'art de manière générale, le patrimoine qui nous entoure, l'histoire aussi, mais aussi les sensibilités, les émotions que ça peut procurer. Et donc c'est pour ça que mon parcours s'est un peu échelonné avec cette candidature aux Beaux-Arts, mais j'ai préféré accepter la proposition de l'école du Louvre, où en effet, là pour le coup, je connaissais rien à l'histoire de l'art. J'avais une heure de découverte au lycée. Et à part mes propres lectures, franchement, j'étais à la ramasse, vraiment. Et par contre, j'ai tout appris, quoi. L'école du Louvre, c'est quand même une institution assez particulière qui forme, entre guillemets, l'élite des historiens et des conservateurs du patrimoine en France. C'est assez dur, assez exigeant, mais au moins on en sort vraiment avec des connaissances vraiment précieuses. Mais à la fin de ma licence, j'avais vraiment l'envie, le besoin même d'aller voir comment ça marchait ailleurs. Donc j'ai postulé à l'étranger, notamment en Angleterre, dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons, en fait, avec le fonctionnement anglo-saxon, disons, qui est vraiment différent de celui en France. Et j'ai eu la chance d'être intégré à l'Institut Courtauld pour un master de Curating the Art Museum, où donc j'ai eu ce stage à la Tate Britain, à une exposition de classe, donc j'ai vraiment découvert de manière aussi très intense, mais de manière bien plus aussi... j'étais bien plus épanoui, c'était bien plus formateur, et je me suis dit vraiment là, ok, ça confirme ce que je veux faire. Parce que à la licence, à l'école du Louvre, ce qu'on nous projette, c'est
conservateur du patrimoine, sauf que c'est très très compétitif, c'est très très exigeant, c'est très académique aussi. Et j'étais pas sûr de ça. Et c'est vraiment à la Courtauld où je me suis dit vraiment si c'est exactement ce que je veux faire, de faire créer des expositions, faire de la recherche, parler aux gens, choisir des œuvres en particulier, scénographier, muséographier, tout ce qui entoure un musée et une exposition. Et j'ai eu la chance de faire ça et de faire de très beaux stages aussi à côté qui font que je suis là aujourd'hui. Je reviens sur l'œuvre du coup qui a été un peu ton point de départ, celle de Turner. C'est un tableau qui est pas très grand, il fait 90 sur 1 mètre. Est-ce que tu te souviens quand même un peu des émotions que tu as ressenties en le découvrant? Tu parles du syndrome de Stendhal, souvent c'est quand même associé à une sorte de trop et à une certaine oppression. Est-ce que c'est ça que tu avais devant ce tableau de taille moyenne, on va dire? En soi, un peu oui. Je pense que d'un côté, j'étais fasciné par ce que je voyais, par les couleurs, par la composition, par les détails, par ce que je voyais en fait vraiment de manière très visuelle. J'y connaissais rien encore une fois. Et par contre, en effet, il y avait aussi une espèce d'oppression parce que je n'y connaissais rien. Je comprenais pas. Et donc c'est cette fascination combinée à cette méconnaissance, disons, qui a fait que c'est pour ça que j'ai resté bloqué et que ça m'a fait un déclic dans le sens où c'est le moment où je me suis dit ok, je veux me mettre à ça. Et c'est pour ça que certes une petite œuvre, on a souvent le syndrome de Stendhal devant des grandes fresques, des grands formats, que ce soit dans le classique ou le moderne, le contemporain, mais parfois des petites œuvres ou des œuvres de taille moyenne peuvent aussi faire un gros effet, et c'est d'autant plus le cas avec Turner qui reste encore aujourd'hui un de mes artistes préférés parce qu'il a une manière de représenter les choses qui est toujours frappante, qu'on s'y connaisse ou pas. Et est-ce que avant de te rendre dans ce musée, donc au cours d'un voyage scolaire, si j'ai bien compris, tu avais déjà un rapport à l'art peut-être à travers des émissions, des reportages ou dans des livres, ou vraiment c'était ce voyage qui a été déterminant par la suite? Ça a vraiment été ce voyage. Je viens d'une famille, mon père était quand même assez cultivé, mais plus au niveau de la musique et de la littérature. Donc tu disais au lycée, voilà, la musique c'était assez important pour moi en effet, mais pas tant aux arts visuels. J'ai pas eu de contact véritable avec qui était Picasso. Après, est-ce que j'aurais pu le reconnaître, je sais pas. Mais j'avais les grands noms. J'ai dû feuilleter d'art. Il y a eu des livres d'art, tout comme l'émission c'était sur Arte, je crois, sans y porter grande attention. En fait, j'avais fait des musées à Paris plus petit avec la famille, mais je pense que j'étais un enfant qui était compliqué, qui voulait pas faire ça, qui était un peu hyperactif, et aller dans un musée, être calme, c'était pas ce que je voulais faire. Donc, je crois que j'avais eu d'abord un rapport inverse à l'art où vraiment, non, c'est trop calme, c'est trop sage. Moi j'ai envie d'être dehors, dans la nature, parce que c'est là aussi d'où je viens. Donc non, ce voyage scolaire est vraiment, c'est un tournant dans ma vie. Tu disais aussi donc que ce qui t'a frappé, c'est que tu n'avais pas forcément tous les codes pour analyser ce tableau. Émotionnellement, il s'est passé quelque chose, mais après, pour restituer cette émotion, c'était une autre chose encore. Est-ce que du coup, suite à ce voyage et cette première rencontre avec l'art, tu as commencé compulsivement à te renseigner sur la matière, ou pas encore? Il a fallu passer le lycée pour creuser peut-être plus ce sujet? C'est une bonne question. Je pense que j'étais pas encore dans le côté théorique, j'étais vraiment dans l'émotion que ça m'a procuré par cet assemblage de formes, de couleurs, de détails. J'ai voulu commencer par une pratique. Je me suis dit, j'ai envie de faire pareil, de procurer la même émotion à d'autres personnes. Donc j'ai beaucoup dessiné, j'ai peint, tout ça. Je me trouvais pas mauvais. Le fait est que maintenant, étant plus vieux et en étant aussi dans le milieu, c'était vraiment pas ouf. Mais déjà, c'est quelque chose que j'ai apprécié faire, je fais plus maintenant, mais ça me dérange pas. Mais c'est quelque chose de l'expression qui m'a tenu à cœur pendant un moment. Et c'est au moment où je me suis dit, il faut que je progresse, que là, où je me suis dit, il faut que je m'informe. Comment ça marche, avec quoi je peux faire des choses, quelle référence je pourrais faire à certains types, parce que du coup, je commençais à plus comprendre les images aussi, sans avoir les références culturelles et historiques. Mais je comprenais, là, c'est telle couleur, ça veut peut-être dire ça, etc. Je me posais mes propres questions, mais j'avais pas du tout de clé jusqu'au lycée où on rentre un peu plus dans les analyses, et au moment où je me suis dit, est-ce que c'est pas l'histoire de l'art que je veux faire plutôt que l'art?
Et donc du coup, ce cheminement jusqu'à faut-il faire de l'histoire de l'art pour avoir plus de clés et d'outils pour après transmettre, ça pouvait se faire uniquement en quittant ta ville natale finalement et en venant dans une plus grande ville. Ah bah déjà ça c'est sûr parce que de base ça s'arrête au lycée, la scolarité au Blanc, donc dans tous les cas j'étais obligé de partir. Je voulais, donc comme tu as dit, j'ai aussi postulé aux Beaux-Arts, j'ai été pris, ma plus grande surprise, mais en même temps, entre-temps je m'étais informé avec les métiers donc, du patrimoine qui c'était pour moi à l'époque une notion très vague, un peu, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a rapport avec l'histoire, rapport à l'art, à ce qui nous entoure aussi, tout simplement, le patrimoine naturel, ça existe aussi, comme la Brenne par exemple. Et j'ai commencé à vraiment m'orienter là-dessus en m'informant sur comment ça marchait, à quoi ça correspondait. Donc les institutions, les musées, l'histoire de l'art, à quoi ça correspond, parce que c'est pas pareil que l'histoire du tout, il y a évidemment des liens, mais c'est encore une autre discipline. Et évidemment, c'est dans les grandes villes qu'on trouve ça, et notamment à Paris, où ça va être le cœur, c'est très centralisé en France, la formation de l'histoire de l'art, et notamment l'École du Louvre, qui est la grande institution pour former les historiens d'art, où, encore une fois, à ma grande surprise, j'ai été pris. Pour ma part, je pense à l'école du Louvre, j'associe ça au prestige, au musée le plus visité du monde, à une collection infinie d'œuvres, mais j'ai un peu plus de mal à penser les débouchés, donc tu en as parlé tout à l'heure, c'est surtout conservation, etc. Mais est-ce que à ce moment-là, pour toi, quand tu rentres là-dedans et que tu découvres qu'il y a beaucoup de concurrence, etc., est-ce que tu te dis, mince, comment je vais un peu tirer mon épingle du jeu? Est-ce que tu envisages d'être commissaire à ce moment-là quand même? Comment ça se passe? Disons qu'il y a ce moment un peu brutal où j'arrive dans la capitale et du coup la culture est partout. Je m'informe de plus en plus sur ce que je peux faire dans ma vie. Et en effet, l'école du Louvre forme surtout les conservateurs, mais dans la culture de manière générale, c'est un peu plus large. Je peux être dans la culture sans forcément faire un métier du patrimoine. Donc de mes anciens camarades de promo, il y en a plein qui sont redirigés tout en étant un peu dans la culture quand même. Mais en découvrant le métier de conservateur, déjà pour moi j'ai mis du temps à le comprendre complètement, et encore aujourd'hui je trouve qu'il est difficile à cerner, particulièrement aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est un métier qui est en train d'évoluer, et que j'espère évoluera aussi. Mais je me suis fixé cet objectif parce que, vu que c'était un peu le Graal de l'ambition professionnelle dans le milieu, je me suis dit, si je vise ça, je pourrais quand même retomber sur mes pieds. Un peu, vise la lune, tu tomberas quand même dans les étoiles. Donc ça m'a donné, en fait, je me suis fixé un point à suivre, une discipline que j'ai réussi à tenir. Encore une fois, à ma grande surprise, mais que j'ai réussi à tenir jusque-là. Mais après, exactement les missions, à quoi ça correspondait, et si c'était vraiment ce que je voulais faire, j'étais pas sûr du tout. Donc je découvrais le monde des musées, tous les musées parisiens qui sont tant le Louvre que d'autres plus petits musées, enfin je les ai tous faits, quoi. Je les ai rongés parce que ça m'avait manqué, en fait. Parce que ça m'avait manqué, j'avais l'impression d'avoir loupé tellement de choses. Et donc, je les ai tous faits, et c'est là que je me suis dit, ok, ça va être dans les musées, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres facettes à la culture, l'histoire de l'art. Et donc, ça sera dans les musées, ça va être avec les œuvres, et en effet, ça va être au niveau de la conservation, et plutôt dans les expositions. J'ai fait plus d'expositions de musées, même si les collections permanentes, ça m'attire quand même beaucoup aussi. C'est une autre gestion, évidemment. Mais voilà, plutôt dans les expositions temporaires, la création, un peu, la réalisation un peu d'un projet qui tient à cœur, quoi. Et c'est marrant puisque finalement dans cette mission d'envisager et de monter une expo, tu es autant dans le faire que dans rassembler les œuvres, transmettre après un thème, un message, enfin en tout cas véhiculer la pensée de l'artiste, etc. Enfin du coup c'est au croisement quand même de pas mal de métiers et de missions. C'est énormément de pratiques différentes. Le conservateur de base de définition, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui va être spécialiste d'un sujet et qui va ensuite transmettre ce contenu. Il peut le transmettre directement au public, comme il peut publier aussi ou monter une exposition avec d'autres professionnels du milieu, parce qu'un conservateur, ça ne sait pas tout faire, et de toute façon, ça ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça qu'aussi, j'espère que le métier de conservateur évoluera, parce qu'il est encore un peu trop académique, je trouve. On est encore, je trouve qu'en France notamment, on est encore un peu hors sol par rapport aux réalités de ce que sont les expositions aujourd'hui et aux attentes du public. On est dans un moment où il y a une accessibilité qui s'élargit de plus en plus, et les conservateurs sont
presque trop spécialisés en fait dans leur sujet pour donner les bonnes clés. Il y a des évidences pour nous, voilà, des choses, des faits, des informations évidentes qui ne sont pas du tout pour le grand public et on a encore du mal à se rendre compte de ça. Mais c'est aussi ce qui m'attire dans ce métier, c'est toutes les pratiques différentes. Il y a plein de choses à faire. Ça va de trouver un sujet d'exposition tout simplement, s'informer dessus, se questionner sur la pertinence du moment, du lieu où se fera cette exposition, du public aussi qui viendra, est-ce que ça correspondra au public. Et ensuite, c'est tout un projet de réalisation, vraiment un peu comme un film, un réalisateur qui va gérer toute une équipe, ou alors un chef d'orchestre qui va écrire une partition et le donner ensuite à ses différents instruments. Mais c'est un travail d'équipe énorme, sachant que le conservateur est là à toutes les étapes, et va être aussi il va un peu imposer sa direction, parce que c'est son projet aussi, et sa spécialité, c'est lui qui va avoir le savoir, le contenu scientifique en tout cas. Et donc, si j'ai bien compris, le conservateur va transmettre tout son savoir sur une œuvre ou sur un artiste pour l'exposition qui est en train d'être montée. Et vous, après, est-ce qu'il y a un travail de vulgarisation pour rendre du coup le propos plus accessible au public ? Oui, complètement. Il y a plusieurs niveaux de transmission. Il y a déjà, par exemple en interne, rien qu'en interne, parce que c'est la première étape justement, généralement de présenter son projet à ses collègues, parfois des collègues dont on ne sait pas la spécialité, et donc voilà déjà le premier réaction au même niveau. Ensuite, il y a la convaincre les prêteurs, donc c'est encore un autre niveau voilà, je sais de quoi je parle, prêtez-moi des œuvres. Et ensuite, il y a tout ce qui va être avec le public, et ça passe autant par le catalogue, la publication d'un catalogue qui accompagne quasiment tout le temps une exposition. Il y a des conférences qui sont faites parfois aussi, et il y a évidemment ce travail avec le grand public qui est vraiment direct qui vient de l'exposition, donc ça passe par les textes de salle, les cartels, mais aussi les audioguides, aussi présenter l'exposition et convaincre aussi d'une certaine manière les guides conférenciers qui sont un peu dans la dernière étape mais qui va confirmer ou pas le projet. C'est assez, quand on a des guides conférenciers un peu réfractaires et les convaincre, c'est assez satisfaisant. Mais il y a ce travail d'échelonnage, donc de vulgarisation à plein de niveaux différents, et c'est pour ça que c'est pas un travail si simple et que c'est très important de travailler avec le secteur de la médiation qui est un rôle presque pour moi aussi majeur que la conservation dans les musées, parce que moi je suis pas un très bon vulgarisateur, je suis pas un très bon médiateur. C'est quelque chose qui est crucial dans la vie de l'histoire de l'art, du musée, de la culture de manière générale, mais qui doit être fait par les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on collabore aussi avec les médiations pour adapter selon les attentes du public et selon aussi la politique aussi muséale d'accessibilité. Ouais, aussi, c'est pour ça que nous, actuellement, à l'EPMO, donc à l'Orsay et l'Orangerie, on a une grosse ligne éditoriale autour des enfants. Donc vraiment enfants de 6 à 12 ans, mais on ouvre aussi aux adolescents et aux tout petits. On commence à faire des visites pour des bambins dans les nymphéas, c'est incroyable. Je vous propose à présent qu'on fasse un court intermède musical pour écouter un titre de ton choix, Guillaume. On va écouter Every Road de Parcells. It's probably just a small place with a lot of land around it on a hill. French garden on the outside. Probably big. Entrance with a gate. It must be a place of solitude, a mental solitude. It's an attitude. That I know very well, but a physical place. Garden extends around the house. We'll keep it simple, maybe another fountain on the other side, something a bit bigger, but not necessarily huge. You know, like a low fence with a little gate that's never closed. With a great view. Enjoy the tranquility in an alley full of cypresses that leads to the house. And then just this vast sort of horizon. Gather my senses together.
dungeon for the darker thoughts. To cleanse myself, to be able to go downstairs and scream. I think if there's a palace in my mind that's sort of a fortress away from the rest of the world, it's halfway between the world and the stars. The sounds for the colors, for the possibilities of perception. Absolute clarity. I know the answers. You just get away from everything except for your own thoughts. Grounding and identity. I don't think I would feel alone because it doesn't really matter. You have the best view you could possibly imagine. I think you can see the stars a lot better. Depend on every note. Somewhere near the event horizon of solitude. Over the end of every road. On vient d'écouter Every Road de Parcells. Pourquoi ce morceau, Guillaume ? Parcells, c'est un groupe que j'ai découvert avec ma sœur, grâce à mon beau-frère. Donc c'est un groupe qui déjà, je suis attaché un peu émotionnellement. Et je trouve que c'est un groupe qui est assez moderne. J'ai pas envie d'utiliser cette expression un peu cliché, mais c'est entre tradition et modernité. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est un groupe qui me touche beaucoup et qui se laisse facilement écouter. Et particulièrement ce titre qui est assez long, qui a plusieurs sections, disons qu'il y a une certaine organisation, pleine de poésie aussi, dans ces paroles qui ne sont pas vraiment des paroles, discussions de présentation un peu d'un paradis, mènent toutes les routes, que j'aime beaucoup écouter pour me détendre en général. Super. J'aimerais qu'on revienne à présent sur ton rôle dans l'exposition temporaire qu'on peut voir en ce moment au musée de l'Orangerie, intitulée Robert Reimann, Le regard en acte. D'ailleurs, c'est amusant de faire un petit parallèle entre ce grand peintre américain et toi, puisque vous êtes tous deux saxophonistes, vous avez étudié les grands maîtres de la peinture en analysant leurs fondements et les différents mouvements picturaux, avant de mettre vos mains à la pâte, si je puis dire, en entrant en immersion dans les coulisses des institutions muséales pour devenir peintre pour Reimann, et toi, commissaire d'exposition. Est-ce que, avant de commissariser cette expo, je sais pas si on dit comme ça, tu connaissais déjà le travail de ce peintre, et du coup, quel a été ton rôle précisément en tant que co-commissaire ? Alors en effet, j'avais pas vraiment vu le parallèle avec moi, surtout qu'il vient d'une petite ville dans le Tennessee, donc c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais ok, comme quoi. Alors oui, déjà, Reimann, je connaissais pas spécialement à la base, je connaissais de nom, je voyais un peu ce que c'était, mais sa carrière, qui c'était, pas vraiment.
À la base, moi je suis spécialiste de la deuxième moitié du 19e siècle, première moitié du 20e. Lui, c'est vraiment deuxième moitié du 20e jusqu'à 2010, donc c'est encore assez récent. C'est un artiste du coup que j'ai vraiment découvert en préparant cette exposition avec donc ma co-commissaire qui est la directrice du musée de l'Orangerie, Claire Bernardi, qui m'a fait confiance pour travailler sur ce projet avec elle. Il y a eu beaucoup de choses à faire, donc j'ai commencé directement quand je suis arrivé à l'Orangerie il y a 2 ans à travailler sur ce projet. Généralement, c'est une bonne moyenne. Une préparation d'exposition, c'est 2 ans, 2-3 ans. Moins, ça fait short, plus long, c'est trop long. Donc là, c'était pas mal, mais bon, il y a toujours des deadlines à respecter. Mais non, j'ai beaucoup travaillé donc, avec Claire sur vraiment tous les aspects qui touchaient à l'exposition. Donc déjà, proposer pourquoi on fait cette exposition, comme j'ai dit tout à l'heure, la pertinence, pourquoi on l'a fait à l'Orangerie, quelle structure on proposait, quels propos, en fait, on va apporter à cette exposition. Et après, c'est beaucoup de mois de recherche, donc autant s'informer de manière générale sur l'artiste, sur les œuvres, quelles œuvres, elles sont où d'ailleurs, pour les emprunter, à qui on peut les emprunter. Donc là ensuite, il faut convaincre les prêteurs avec un argumentaire pour qu'ils soient d'accord pour faire voyager leurs œuvres. Il y a eu tout un moment d'évolution de cette liste d'œuvres. Et ensuite, il y a eu donc la recherche plus poussée sur des essais plus théoriques sur Reimann, sachant que lui n'a rien publié de ses mains. Il a beaucoup parlé, disons, même pas tant que ça pour un artiste, mais il a pas mal parlé, mais on a beaucoup parlé de lui par contre. Donc je me suis vraiment, vu que je connaissais pas, j'ai eu un peu ce moment de ok, il faut vraiment que je sache tout sur tout, parce que sinon ça va pas le faire. Sachant que c'est quand même une peinture, en première vue, un peu austère, qui fait très conceptuelle, alors que c'est pas le cas du tout. Et c'était un peu dur, même pour moi, qui suis pas du tout un historien de l'art contemporain, de me mettre dedans aussi. Je connais l'abstraction, mais cette abstraction-là, surtout tenue pendant quasiment 60 ans de carrière, j'étais intrigué même, j'étais vraiment intrigué par sa pratique. Et après, il y a eu tous les côtés pratiques aussi de cette exposition, donc mettre en place le transport des œuvres, les constats d'état, l'accrochage, la scénographie, qui a été réalisée avec un studio qui s'appelle Graphème, qui était aussi un vrai challenge, parce que exposer des œuvres blanches, comment on fait. Mais ça s'est très bien passé. On a eu la chance de collaborer avec des super personnes, autant avec les extérieurs comme l'agence de scénographie, qu'en interne avec les chargés d'exposition, donc qui sont chargés de production en gros, qu'avec la régie, les prêteurs aussi ont été tous adorables, les experts de Reimann aussi. Enfin, on a eu beaucoup de chance, je trouve, avec une exposition qui n'était pas simple de base. Et j'ai eu la chance de faire un convoiement à New York pour aller chercher des œuvres de Reimann que j'ai constatées aussi, et là j'ai jamais vu les œuvres de Reimann aussi frontalement, vraiment de si près, et c'est là où je me suis aussi rendu compte que techniquement il était très 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 bon, quoi. Ça m'a convaincu, quoi. Et c'est encore une fois une facette dont on n'a pas idée du métier que tu fais, un métier qui est dans l'ombre, mais pour mettre des œuvres dans la lumière. Ce métier de rat de bibliothèque, comme tu dis, pour vraiment tout lire et tout comprendre d'un artiste dont tu ignorais peut-être pas l'existence totale, mais en tout cas savoir un peu de quoi on va parler, pour aller chercher et convaincre ses prêteurs, c'est fou en fait de faire tout ça. Quels arguments tu mets en avant pour convaincre un prêteur? J'imagine que ça dépend en fonction de à qui tu t'adresses exactement, mais qui sont ces gens? Est-ce que tu fais appel aussi à d'autres musées qui ont peut-être déjà des œuvres dans leur salle, et est-ce qu'après c'est des particuliers? Ouais, il y a cette grosse période en effet de la bibliothèque qui est une étape dans l'exposition et qui ne doit pas trop durer, parce que sinon on se perd, je trouve. On peut vite se perdre dans le surplus de connaissances par rapport aux propos de l'exposition et aux différents niveaux de transmission qu'on va donner. Donc il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Ce moment donc de demande de prêt, donc en effet on va d'abord s'orienter vers les musées, vers les institutions. On va d'abord regarder au plus proche, évidemment pour nous simplifier la vie, donc en France, puis dans les pays limitrophes, en Europe, et après on va regarder évidemment là où ils sont le plus, en l'occurrence pour Reimann c'est aux États-Unis, c'est à New York, donc les plus grosses institutions, puis après on va creuser au fur et à mesure, et on va aussi rencontrer des experts et des gens qui vont savoir où sont certaines qui sont cachées, donc dans les mains de collectionneurs privés, particuliers, et là aussi il faut les convaincre. Et il y a plusieurs manières de convaincre, parfois c'est vraiment juste, voilà, on a la chance d'avoir une bonne réputation comme à l'Orangerie, et d'avoir le soutien d'Orsay via l'établissement public de l'EPMO, qui fait que les grandes institutions nous font quand même assez confiance, et on avait un argumentaire relativement solide sur le propos qu'on a écrit avec Claire. Ça repose déjà sur le propos qu'on va donner, donc voilà, et quel rôle l'œuvre va jouer dans l'exposition. Donc il faut prévoir vraiment en amont pourquoi cette œuvre-là en particulier, et en gros pourquoi c'est la vôtre qu'on veut et pas une autre. Et donc il y a aussi un travail de recherche de manière générale, mais aussi très particulier sur les œuvres
qui est à faire, et encore une fois, on peut rapidement se perdre. Tu l'as dit, Rayman, pour les non-connaisseurs, c'est un tableau blanc. Il y a, quand on se rapproche, plusieurs variations. Il y a une technique qui est adoptée et qui diffère selon les toiles. Mais au premier abord, c'est un tableau blanc accroché, en l'occurrence à l'orangerie, sur fond blanc. Du coup, comment rendre accessible et compréhensible une œuvre comme ça, qui est pleine de subtilité? C'était vraiment un défi pendant la préparation de cette exposition, parce que déjà c'est dur de parler, d'écrire sur Rayman sans voir les œuvres, et en plus on savait qu'on allait avoir affaire à ce genre de critique au premier abord, que voilà, c'est austère, c'est plat, c'est blanc, c'est voilà, il y a rien à y voir. Alors qu'en fait, si ce qu'il y avait à présenter, en fait, ce qu'on a vraiment proposé dans la médiation écrite de l'exposition, c'est vraiment de regarder. C'est pour ça qu'on a comme sous-titre le regard en acte. On a évacué tout ce qui était contextuel et chronologique et ce qui a pu être théorisé sur l'œuvre de Rayman pour éviter de rajouter, pour que ce soit trop lourd en fait pour le visiteur. On a essayé d'écrire les textes les plus simples possibles et toujours avec ce qu'il y avait dans la salle. On parle beaucoup de technique parce que de toute façon Rayman s'intéresse beaucoup à ça, à la technique, c'est ce qu'il va pratiquer. En fait, lui, le sujet, c'est la peinture et comment on fait la peinture. Donc, on est vraiment resté là-dessus en essayant d'attirer le regard sur des choses en particulier. Donc, la surface, le support, le mode d'accrochage, et vraiment de pointer du doigt pour donner justement ces clés de lecture qui sont applicables sur toutes les œuvres, en fait. Donc, les œuvres étaient un peu interchangeables dans chaque section, et donc c'est applicable autant à une œuvre qu'à l'intégralité de la carrière de Rayman, qu'à la peinture en général. Et c'était un peu le propos de cette exposition, et c'est pour ça qu'on finit en mettant en regard des œuvres de Rayman et de Monet, des cathédrales, pour dire que voilà, Rayman, il nous donne les clés pour comprendre comment on fait la peinture, de manière générale. C'est pas le quoi qui importe, c'est pas le concept, c'est pas la théorie, c'est la peinture en elle-même, c'est le sujet, c'est pas le carré blanc le sujet. C'est le carré blanc, c'est le médium, c'est le support, c'est la taille, c'est le format, c'est la neutralité qui permet de révéler tout ce qui se cache derrière un trait de pinceau, par exemple. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'exposition aussi, c'est qu'à côté des œuvres, il y a les cartels. Personnellement, j'ai tendance à ne pas lire ce qui y figure pour me faire moi-même ma propre idée de l'œuvre que j'ai sous les yeux. Mais là, comme je savais que c'était toi et ton travail, j'ai lu chacun des cartels. Et ce qui m'a vraiment frappée et intéressée, c'est le propos et le contenu. C'est-à-dire que ces cartels étaient adressés à un jeune public, mais pas tant pour expliquer le contenu ou le contexte de l'œuvre, mais plutôt formulés sous forme de questions ou de petits exercices à faire pour mieux appréhender l'œuvre et mieux la regarder, et finalement pour être proactif dans cette visite muséale. Et du coup, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que penser à quelque chose d'interactif avec le public, c'est ce vers quoi le musée de l'Orangerie et peut-être après plus généralement les musées s'orientent pour parler et rendre accessible l'art ou pas? Il y a une tendance qui tend vraiment déjà à proposer différents supports de médiation, que ce soit écrite ou audiovisuelle, et en effet de plus en plus vers le jeune public. En effet, on y tenait beaucoup, la direction de l'Orangerie et d'Orsay y tiennent beaucoup, c'est une grosse politique culturelle, d'éducation aussi, de mettre en avant la médiation pour le jeune public. Donc en effet, on a presque autant, voire plus, de cartels destinés aux enfants qu'aux adultes. Il y en a, mais ils sont pas autant présents, mais après ils sont moins interactifs, disons, ils sont un peu plus en effet sur l'explication contextuelle. Mais on a vraiment plus travaillé sur les cartels enfants parce qu'on sait aussi tout simplement que, et moi c'est mon cas, maintenant quand je fais l'exposition, je lis les cartels enfants. Je délaisse aussi la médiation écrite de manière générale parce que déjà je suis attaché à passer du temps avec les œuvres et pas me perdre, et j'ai eu un moment à l'école du Louvre où je ne regardais plus les œuvres et je faisais que lire les cartels, et maintenant je fais l'inverse où j'ai tendance à beaucoup plus sauter les cartels, mais de temps en temps j'utilise les cartels enfants, et on sait que les adultes vont le faire discrètement, et on dit bien que c'est des cartels pour enfants comme ça, parce que si on disait que ces cartels-là, ces formulations-là étaient dessinées pour les adultes se sentiraient stupides en fait, alors que non, c'est pas le but en fait. Et en plus c'est aussi des exercices à plusieurs aussi, parfois on mentionne les accompagnateurs de l'enfant, tout ça. Il y a un attachement à faire venir en famille, beaucoup aussi maintenant, pas que du scolaire par exemple, mais en famille, et avoir une interaction avec entre les parents ou les accompagnateurs et l'enfant. On a aussi des chartes de médiation qui sont travaillées régulièrement, qui sont mises en place. On a tendance à aller vers la réduction au niveau de la longueur, de proposer des textes de plus en plus courts,
mais de plus en plus accessible dans les formulations, dans les termes employés, dans le propos. Nous, en tout cas, dans notre musée, on va vraiment éviter les cartels à rallonge développés qui font presque comme si on lisait un paragraphe d'un mémoire, quoi. C'est pas du tout le but. Le but, c'est que tout le monde y trouve son compte, et les experts, les connaisseurs, ils s'informeront autrement. Parce qu'on le sait, on est des connaisseurs, et on s'informe autrement, quand on a besoin. Merci beaucoup Guillaume. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.